nous allons maintenant débattre avec Jean-Christophe Fromentin, que je ne connaissais pas, donc j'ai le plaisir de rencontrer pour la première fois aujourd'hui. Mais on pensait à vous, puisque vous l'avez tous entre les mains. J'allais dire, si la Tribune ne l'avait pas fait, qui l'aurait fait? La une sur Paris 2025 en 2014. C'est un cadeau de Noël qu'on voulait vous offrir, parce que, comme l'a dit Jean-Christophe, la Tribune, notre ligne éditoriale, c'est vraiment aujourd'hui de s'intéresser aux territoires, aux métropoles, dans le processus d'innovation, de réflexion, de prospective vers le futur. Ça permet, dans les actualités qui sont parfois difficiles, dont nous parlons aussi, hélas, malheureusement, de regarder aussi le monde différemment. Et on voulait faire un peu un premier tour de piste et une forme de rampe de lancement, finalement, pour ce projet que nous trouvons formidable. Alors, j'ai aussi le grand plaisir de vous recevoir parce que vous êtes un homme politique. J'allais dire, pour être président de la République, en France, il faut être élu de Corrèze ou de Neuilly-sur-Seine. En tout cas, depuis 95, c'est le cas. Donc, je crois que vous avez, au travers de ce projet Expo France, peut-être aussi, en vous rasant le matin, quelques autres idées. Vous avez été candidat à la présidence de l'UDI. Et donc, vous êtes un acteur important de la recomposition du centre, on dit même du nouveau centre aujourd'hui, parce que le centre, on ne sait plus très bien où il est. Finalement, vous avez décidé, vous en parlerez peut-être, de vous rallier à Hervé Morin pour cette, en tout cas, séquence-là. On vit une période de recomposition politique importante, à droite et à gauche, et ça sera intéressant, au-delà de Expo France, de vous entendre aussi sur la France, puisque si vous parlez d'Expo France, c'est que vous voulez parler de la France. Je termine en disant que vous publiez un livre, justement, qui s'appelle « La France réconciliée », qui est une forme de promotion aussi de l'exposition universelle et de votre projet, mais aussi, et on y reviendra, exprime pas mal de vos idées que je trouve assez intéressantes, notamment sur, vous en êtes un spécialiste, la question des territoires, sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Alors, vous êtes né le 30 août 1962, vous avez 52 ans, vous êtes né à Nantes. Vous êtes pas mal baladé dans toute la France dans votre jeunesse avant d'atterrir à Neuilly-sur-Seine. Une mairie que vous avez pris un peu à la hussarde face à un parachutage d'un sar-cow-boy. Certains ont peut-être oublié son nom, il s'appelle David Martineau. Je crois qu'il a quitté la France depuis. Il est revenu, bon, il a fait un aller-retour lui aussi, qui était le candidat officiel de l'UMP. Vous avez pris la mairie, donc j'allais dire, à la hussarde, en considérant que ce parachutage n'était pas de bon aloi. Dans votre livre, vous mettez, juste une petite question, une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Quelqu'un vous aurait dit, vous êtes sur une chasse royale sans autorisation. Vous dites pas qui, est-ce que là, ce matin, vous pouvez nous le dire? Parce que je trouve la formule tellement symptomatique de notre classe politique. Monsieur Fromentin, vous chassez sur une chasse royale sans autorisation. C'est Patrick Devedjian, qui a le sens de la formule, qui a dit cette phrase. Oui, mais alors qu'il le disait plutôt avec amitié. Oui, il le disait en disant, c'est l'état d'esprit de ceux qui sont face à vous. Voilà, on a bien compris. Merci de ce petit scoop. Donc, élu puis réélu à la mairie, très largement, élu député des Hauts-de-Seine, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez un point commun quand même avec Nicolas Sarkozy, c'est que vous n'avez pas fait l'ENA. Vous êtes un étudiant en sciences éco qui a fait une école de commerce, pas la plus connue, une école de commerce néanmoins. Vous avez créé une entreprise. C'est aussi une différence, vous allez dire, avec la quasi-totalité de la classe politique française aujourd'hui, qui était dans le conseil import-export. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la mondialisation et sur la nécessité pour la France de rester ouverte. Alors, on va parler tout de suite, j'ai parlé trop longtemps, de votre projet. Peut-être commençons par le premier chapitre de votre livre, et ça va vous permettre d'expliquer le projet d'exposition universelle. Vous dites « Faisons de la France notre grand projet d'avenir ». Ça veut dire que la France n'est plus un projet aujourd'hui d'avenir pour les Français? Ça veut dire en tout cas que la France n'est plus regardée comme un projet d'avenir. C'est-à-dire que la France est gérée au jour le jour depuis des années et qu'il n'y a pas une seule organisation, une seule entreprise qui ne peut être gérée sans avoir une perspective d'avenir, un regard sur l'avenir,
un recensement aussi de ses atouts, de ses faiblesses, mais en tous les cas une vision objective de ce qu'elle a, de ce que les autres n'ont pas, et de ce à partir de quoi elle peut construire un avenir. Et quand je dis refaisons de la France un projet d'avenir, c'est un regard sur nos atouts, en disant la France a des atouts extraordinaires, mais est-ce qu'elle en est encore assez consciente pour avoir l'ambition de les revaloriser? Elle a une jeunesse qui a tendance un peu à désespérer de la situation actuelle. C'est aussi un atout, et on doit à notre jeunesse d'avoir cette perspective d'avenir. Et donc, vous l'avez compris, l'idée d'une expo universelle, c'est de matérialiser, en fin de compte, à la fois la valorisation de ces atouts et la mobilisation d'une jeunesse pour l'inscrire avec nous et d'entraîner la classe politique, les entreprises, tous ceux qui ont des responsabilités dans cette vision, dans cette durée, dans ce long terme, dans cette ambition. On a voulu titrer, c'était mon choix éditorial, dire c'est l'exposition de la Renaissance française. Le choix a été fait parce qu'on a l'impression, on entend aujourd'hui un discours ambiant, à l'étranger beaucoup, mais en France aussi, et je suis sûr que si ici on faisait un sondage dans la salle, il y aurait pas mal de gens qui exprimeraient cette dépression profonde dans laquelle le pays semble s'enfoncer. Est-ce que ce type de projet, on va revenir bien sûr dans le détail ensuite de comment on va le monter, et c'est quoi? C'est une pilule antidéprime, c'est un antidépresseur, c'est un moyen pour les Français dans leur ensemble de retrouver une forme de fierté et un projet collectif? Alors, il y a le mot renaissance, c'est un très joli mot. Moi, j'ai plutôt utilisé le mot renouveau, mais vous avez raison, le mot renaissance a aussi d'autres significations par rapport à ce que l'histoire a donné comme sens à ce mot. Donc peut-être le mot renaissance est un mot bien ajusté à ce que représente un projet comme celui-là. Le vrai sens, le vrai sens d'un projet comme celui-là, mais c'est le mot que j'ai mis en couverture de ce livre, et vous l'avez employé également, c'est la réconciliation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est, et là aussi l'actualité nous le rappelle tous les jours, dans un monde où tout se tend, tout le monde se tend. Les partis politiques sont tendus les uns contre les autres, les gens à l'intérieur sont tendus les uns contre les autres, le monde des entreprises et le monde politique fait quasiment une route parallèle, ne veut plus se croiser, les jeunes, les générations ont du mal, et des sujets comme les retraites, l'avenir, etc., tendent les relations entre les générations. On a peur du monde, on regarde la mondialisation comme un risque, on a peur de l'Europe, on a peur des autres. Donc on est dans un monde de défiance totale, de tension totale. Et je crois qu'il n'y a aucune perspective possible si on ne passe pas par une étape de réconciliation. Dans aucune de nos familles, aucune de nos organisations, aucune de nos entreprises, on peut sereinement se mettre autour de la table et regarder l'avenir si on n'est pas passé d'abord par une phase de réconciliation. Et donc c'est ce qui est, à mon avis, extrêmement intéressant dans un projet comme celui-là, c'est qu'on fixe un horizon, on fixe un objectif. On ne s'arrête pas sur les tensions du moment, on dit voilà, on doit tous aller vers cet objectif. Et on voit depuis 2 ans, dans ce projet d'exposition universelle, cette réconciliation se construire. Je présenterai la semaine prochaine avec Bruno Leroux le projet, la mission parlementaire. Et Bruno Leroux est plutôt un de ceux avec qui je m'affronte beaucoup dans l'hémicycle sur tout un tas de sujets. On a cette cohabitation extrêmement vertueuse entre le monde économique et les territoires, parce que l'Expo universelle sera la synthèse de nos territoires et du monde économique. On a 500 jeunes qui travaillent sur l'Expo universelle. Et je peux vous dire qu'il y a un peu moins d'1 an, quand pas très loin d'ici, ces 500 jeunes, pendant une journée, ont exprimé les projets et le regard qu'ils avaient sur Expo France 2025, on en avait, pour certains de nous, presque la larme à l'œil. Parce qu'entendre des dizaines de jeunes de grandes écoles et d'universités françaises parler positivement de la France, avoir une ambition pour la France, regarder avec envie l'avenir de la France, c'est malheureusement un exercice ou une écoute qu'on a malheureusement peu le cas et peu d'occasions de vivre dans l'actualité quotidienne. Donc, ce projet permet de s'extraire finalement des tensions et de se projeter. Et quand on se projette et qu'on fixe un long terme, on a finalement ces réconciliations de générations, de territoires, d'entreprises, du monde politique, à l'intérieur des partis. Et je crois que voilà, c'est tout le sens de ce projet, c'est de lancer une perspective de réconciliation. Et je suis convaincu que si on arrive, et on y arrivera, à prospérer sur ce projet, on entraînera bien au-delà de ce que génère une expo universelle, on entraînera des idées, des réformes, des regards nouveaux sur les territoires,
peut-être des projets de loi qui viendront consolider cette idée d'accueillir le monde en France en 2025. Donc il y a un chemin, et à nous, à vous, à nous tous, d'entraîner dans ce chemin le plus de choses, le plus de monde, parce que ce chemin marque une perspective positive. Je montrerai la page 8 du journal, parce qu'on a publié une des photos que les étudiants en architecture, qui participent au projet, et je crois que sur votre site, on peut en retrouver beaucoup, ont commencé à imaginer. Parce que imaginer 2025 en 2014, c'est pas facile. Puis on va y revenir. 2025, en plus, ça ne doit pas être l'exposition de 2025 seulement, c'est l'exposition de 2050. Quand on pense à l'exposition Paris 1900, qui est un peu votre référence, vous en parlez dans le livre, et des millions de personnes, il y avait des pavillons de tous les pays au bord de la Seine, il y avait un tapis roulant qui permettait de faire un circuit de 8 km, enfin il y avait comme ça plein de choses extraordinaires, et en même temps cette référence à l'exposition universelle, vous l'avez, en tout cas je pense dans ma génération, dans la génération de mes enfants, j'en parle même pas, complètement disparu. Pourquoi la ressusciter aujourd'hui? Quel est le sens finalement du mot exposition universelle pour un pays? On sait qu'il y en a une donc l'année prochaine à Milan. On y parlera sûrement de la mode, mais bon, je suis pas sûr que parmi beaucoup d'entre vous, vous avez déjà prévu d'aller à Milan l'année prochaine. J'espère pour vous, c'est une très belle ville. Ensuite, il y a Dubaï. Entre les deux, il y en aura une autre dans un pays un peu plus éloigné. Est-ce que c'est quoi le sens de l'exposition universelle dans le monde d'aujourd'hui? Ce qui m'a marqué en regardant les expos du 19e, c'est que finalement, on ne partait pas de ce qui était possible au jour du dépôt de la candidature, on avait l'audace de penser l'impossible. Et donc, on se fixait des objectifs d'accueillir des dizaines de millions de personnes en France en 1855, en 1878 ou en 1900, alors qu'il n'y avait ni avion, ni TGV, etc. On accueillait 50 millions de visiteurs en 1900 en France. On construisait une tour Eiffel. On construisait la tour Eiffel, on faisait le Grand Palais, on faisait le Palais de l'Industrie, on présentait des machines incroyables, on se disait il va falloir pouvoir donner du café à tout le monde, donc on invente le percolateur. On dit il faut emmener les gens sur l'île Saint-Germain parce que c'est là où on va faire la ferme mondiale, et donc on invente le bateau-mouche. On se fixait des objectifs et après on se disait comment on va faire pour les résoudre. Alors qu'aujourd'hui, on dit qu'est-ce qu'on peut faire, et on le fait pas très bien. Et donc, toute l'ambition de ce projet, c'est de se dire, oublions ce qui est possible, pas possible, disons, quel est le meilleur moyen d'accueillir le monde et de porter les valeurs universelles dont la France a cet héritage fantastique en 2025. Et ensuite, mettons au travail nos jeunes, nos entreprises de haute technologie, nos start-up, nos grandes entreprises françaises, nos centres de recherche, en leur disant d'inventer finalement ce que sera demain. Et c'est toute la philosophie d'une expo universelle. Et c'est pour ça que le modèle du XXe siècle, le modèle des dernières expos et de celles qui vont venir, est de mon point de vue un modèle suranné, un modèle désuet, un modèle où on fait finalement une exposition, mais on n'invente rien. Alors on s'exprime de manière un peu audacieuse dans l'architecture, mais en fin de compte, ça n'est pas très innovant. Et on expose le meilleur de chaque pays. L'idée pour moi et pour toute l'équipe qui travaille sur ce projet depuis 2 ans, c'est de dire changeons de modèle, ayons l'audace de proposer l'expo du XXIe siècle, où ça ne sera pas un parc de 500 hectares avec des pavillons sur 500 hectares et un métro dédié qui ira irriguer ces 500 hectares. Posons l'expo sur l'existant. Posons l'expo dans le Grand Paris. Posons l'expo sur Paris. Posons l'expo sur les métropoles. Utilisons ces liaisons, ces systèmes d'infrastructures de transport qui, de toute façon, est déjà décidé et va devoir s'accélérer. Et donc, inventons une exposition du XXIe siècle qui ne sera pas tant d'ailleurs une exposition, puisque exposer en 2025 n'aura pas forcément beaucoup de sens à l'heure des technologies 3D, des imprimantes d'objets, etc. Mais faisons peut-être beaucoup mieux. Quelque chose qui aura vraiment du sens en 2025, c'est de partager des expériences ensemble. Et ça nous a marqué quand on a les uns et les autres écouté tous les étudiants pendant une journée. Tous avaient un mot, partager des expériences. Comme si finalement le XXIe siècle ne sera pas le siècle de l'exposition, mais sera le siècle du partage d'expériences, de la convivialité, de la réhumanisation des relations humaines. Et ça nous a profondément interpellés, en disant finalement, si on dit le monde se donne rendez-vous en France,
Ce n'est pas pour montrer les produits du monde entier, ça, il y a bien d'autres vecteurs qui permettront de le faire. C'est pour redonner finalement à la relation humaine un sens, une valeur ajoutée, et de dire, voilà, venez vraiment, vous donner rendez-vous, vous serrer la main, partager des moments, travailler sur des projets ensemble, avoir cette expérience partagée. Et du coup, ça nous amène à construire l'expo sur d'autres vecteurs, d'autres atouts, un autre urbanisme, d'autres moyens de se rencontrer et de jouer un peu ce que les philosophes appellent cette post-modernité, c'est-à-dire remettre finalement de l'humain dans la mondialisation et de faire de ces expos universelles, dont le sens est de travailler à la densification de l'universalité, de lui donner ce sens initial qui est de mettre du lien entre les hommes et de donner un sens à ce lien. Ce qui a été compliqué pour vous, j'imagine, et pour nous, alors on a essayé de le présenter dans un schéma que vous retrouverez dans le journal, qui est assez inédit, je crois, qu'on a fait pour vous presque, je ne sais pas s'il vous servira, c'est d'essayer de visualiser à quoi ressemblera ce Paris de 2025 en termes d'expérience, puisque c'est ce que vous dites. Et on part de rien, en fait, parce que on sait où est Paris, on sait où est à peu près le métro du Grand Paris, puisqu'on en connaît à peu près le tracé aujourd'hui. On est quand même qu'au tout début de la pose du premier coup de pioche, donc c'est quand même difficile de se projeter. Et puis on sait où sont les grandes métropoles françaises, puisque vous avez voulu associer, bien sûr, on a titré sur Paris, vous avez un petit peu voulu, mais c'est vrai qu'Expo France, ça faisait un petit peu porte de Versailles, donc on voulait dire Paris, c'est quand même ça, l'universalité pour le monde. Mais c'est vrai que c'est une exposition pour la France, c'est ça que vous avez voulu faire. Et donc on a essayé de la dessiner dans ce schéma, mais en même temps, on a du mal, une fois qu'on regarde le schéma, à se dire, mais qu'est-ce que vont faire les gens ? Alors effectivement, ils vont se balader de la Défense aux Champs-Élysées, ils vont passer au Grand Palais, il y aura des grands écrans géants peut-être, de la technologie vidéo, de l'Internet partout. Enfin, on peut imaginer ça, mais ça reste quand même très virtuel, parce que c'est intéressant, les jeunes disent, et on le voit bien, on le fait tous, on partage de plus en plus avec Internet, mais en même temps, est-ce qu'on a un contact physique avec les gens réellement par ce biais ? Il faudra bien, y compris, je voulais vous poser la question, pour les pays partenaires qui vont venir, ils vont être où ? Ils vont être dans l'air, dans l'éther, ou ils vont être dans des lieux. Vous allez falloir, à un moment donné de l'avancée du projet, leur donner des espaces concrets d'expression et de présentation. Dans l'air, peut-être, oui. C'est une piste, un défi qui peut être lancé. Alors, deux éléments. D'abord, la construction territoriale du projet. On a 3 grands cercles, en fin de compte. L'idée, c'est d'avoir le village de l'exposition universelle qui serait dans le centre historique un peu des expos universelles, un peu élargi, qui irait de la Défense aux Tuileries, en passant par la Seine, le Champ de Mars, le Trocadéro. On aurait là le village, un lieu où tous les pays doivent être présents. La forme de leur présence est à déterminer, puisqu'il n'y aurait pas de pavillon construit sur cette zone, mais peut-être des balises de réalité augmentée, des outils numériques, des outils de mise en scène. Peut-être que toute cette zone pourrait être dédiée à un pays pendant 2 jours et qu'il réinventerait cette zone à sa façon. Donc il y a toute une série d'idées pour faire de cette zone centrale la première zone de découverte, le grand village mondial de l'Expo universelle. Ensuite, il y a une deuxième zone qui est celle du Grand Paris, qui se polarise autour des grands pôles et des grandes gares du futur Grand Paris, à Saclay, à Rungis, en Seine-Saint-Denis, autour de Roissy, etc. On essaye d'identifier 6-7 zones qui seraient des villages thématiques, des déclinaisons du thème, où là, l'idée, ce n'est pas que chaque pays ait un pavillon, mais que sur des thèmes qui pourraient être à Saclay, les technologies au service de l'hospitalité, par exemple, retrouver un peu l'esprit des galeries des machines au 19e siècle, où l'expo n'était pas au 19e, au début du 19e, un système de pavillons. C'était une grande galerie de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, où chaque pays présentait des machines, et il y avait des thématiques comme ça, mécaniques, qui étaient mutualisées, partagées, et que les uns et les autres pouvaient visiter. Donc le village central, les villages thématiques sur les grands pôles du Grand Paris, avec cette irrigation liée au système de transport Grand Paris Express. Une troisième zone qui est
que sont les grandes métropoles françaises, qui seraient les grands colloques autour de l'exposition universelle, puisque vous savez que chaque expo universelle s'accompagne de grands colloques mondiaux pour faire le point sur des éléments économiques, sociaux, médiatiques, environnementaux, etc. Donc les grandes métropoles ont commencé à être mobilisées pour accueillir des grands colloques au cours de cette exposition universelle. Alors, vous soulevez une question qui est fondamentale, c'est la matérialité finalement de l'exposition. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'avoir une zone extrêmement conviviale, extrêmement humaine dans ce village central où les gens pourraient se promener à pied, découvrir chaque pays, avoir des occasions de dialogue avec chaque pays. Donc on ne veut pas en faire des pavillons fermés, mais une zone extrêmement ouverte, à nous de la construire. Ensuite, ces grands villages thématiques, l'idée c'est de proposer à chaque pays de montrer, de partager un sujet ou de montrer quelque chose aux côtés des autres pays, retrouver un peu l'esprit de la Galerie des Machines, mais ça pourrait être aussi bien un lieu dédié à la culture où tous les soirs des pays produiraient des spectacles et rencontreraient le public de cette manière-là. Ça peut être à Rungis l'idée de faire pendant 6 mois le plus grand restaurant du monde où toutes les traditions culinaires, gastronomiques seraient revisitées dans un restaurant comme on n'en aurait jamais vu, etc. Et là, on a clairement, vous voyez, à repenser en profondeur ce thème que des étudiants de la Sorbonne nous ont soumis, qui est celui de l'hospitalité. L'hospitalité, ça représente 2 éléments dans notre première approche. L'accueil de l'autre, tout simplement, savoir accueillir l'autre. Et donc, rien que ce thème de l'accueil de l'autre, de l'accueil aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des technologies, décline des nouvelles thématiques, des nouveaux sujets, des nouvelles méthodes, des nouveaux modèles économiques extrêmement intéressants. L'accueil de l'autre, c'est, par exemple, associer l'ensemble des Français à l'accueil, tout simplement. Et de dire à chaque Français, c'est une des préconisations, une des recommandations du rapport parlementaire, ça sera de dire l'hospitalité comme thème. Si on ne remet pas chaque Français au cœur de l'accueil du monde en 2025, alors le projet perdra de sa substance, de son intérêt. Et l'autre élément à décliner dans ce thème de l'hospitalité, c'est de dire, en fin de compte, le monde, aujourd'hui, a 2 directions possibles. Soit le monde se standardise, c'est-à-dire que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne voyagera plus parce qu'en fin de compte, on retrouvera la même chose partout. Qu'on aille à Dubaï, qu'on aille à Shanghai, qu'on aille à New York ou ailleurs, finalement, les mêmes architectes internationaux auront fait les mêmes tours, les mêmes enseignes seront dans les mêmes avenues, la gastronomie universelle, mondialisée, aura gagné finalement les traditions et les cultures, et puis les paysages se visiteront comme des musées ou sur des écrans. Et donc on dit, attention, l'hospitalité, si le monde va vers cette standardisation, est finie. Il n'y aura plus d'intérêt à accueillir l'autre si on n'a rien d'autre à lui montrer que ce qu'il a déjà dans son pays. En revanche, si cette expo universelle peut rappeler que chaque pays doit utiliser au contraire l'effet d'accélérateur, de booster, de réalité augmentée, entre guillemets, des différences de chaque culture, de chaque paysage, de chaque pays, de chaque territoire, pour finalement créer un monde extrêmement divers, extrêmement intéressant en matière de curiosité et d'éléments atypiques, alors l'hospitalité retrouvera un sens. Et donc à nous de traduire ces 2 dimensions de l'hospitalité dans la matérialité de l'exposition, accueillir l'autre et aider chaque pays à découvrir les outils, les technologies, les modèles qui lui permettront de construire une mondialisation, non pas comme les autres, mais sur les atouts qui permettront d'attiser cette curiosité et de créer ces flux, ces mouvements, cette dynamique économique et sociale de la mondialisation. J'ai pas beaucoup de doutes, je pense personne ici, que Paris, même le Grand Paris, enfin, si on avance sur ce projet, sera un très bel écrin pour une exposition universelle en 2025, parce que c'est une ville-monde, c'est une ville qui déjà aujourd'hui est extrêmement attirante, fait venir des millions de visiteurs. Bon, on a toujours une bagarre, savoir si on ouvrait le soir, il y aurait peut-être plus de touristes asiatiques qui achètent dans nos magasins plutôt que d'aller à Londres pour le faire. Mais bon, en dehors de ça, on sait bien que Paris reste un lieu magique et le restera. En revanche, et c'est là où c'est assez compliqué, il y a un certain scepticisme sur la France de 2025. Est-ce qu'elle aura une belle image à offrir au monde ? Il y a, alors, c'est pas une raison pour ne pas le faire, hein.
le rapport de France Stratégie, par exemple, ce mot, parce que 2025, c'est un peu partout en ce moment, cette prospective. Le rapport de Jean Pisani-Ferry fait état de plusieurs scénarios. Il y a des scénarios où la croissance française ayant, sinon disparu, en tout cas étant très faible, on aura un pays qui aura 150% de dette sur le PIB ou plus. On sera ruiné. Je ne sais pas si les marchés nous auront fait subir le sort de la Grèce que certains anglo-saxons nous prédisent. On peut imaginer des scénarios où la France est dans une situation très difficile. Il y a un sujet qui ne concerne pas que la France, mais toute l'Europe, une pression de l'immigration compte tenu d'un monde qui est en plein bouleversement. On voit bien que l'ouverture des frontières n'est pas quelque chose qui est consensuel en France. Conférence CF, la montée du Front National et des extrêmes. Donc, le fait de faire une exposition universelle qui dit nous sommes le pays du progrès et de l'ouverture au monde dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'il n'y a pas une part de risque finalement à ce qu'il ne soit pas, comment dirais-je, aimé par les gens ou qu'il aille à rebours finalement de la tendance qui est plutôt celle pour une partie de la population, celle de la fermeture. Ce qui génère, me semble-t-il, de la fermeture, c'est quand on n'a plus confiance en soi. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, on se ferme à l'autre quand on n'a plus confiance en soi, quand on pense que l'autre va avoir un regard négatif sur nous parce qu'on n'est pas bon, on n'est pas capable, on n'est pas en situation de pouvoir faire quelque chose. Et c'est un peu ce que vit la France. Aujourd'hui, si la France se ferme, c'est qu'elle pense qu'elle n'a pas les atouts pour finalement avoir une stratégie volontariste, forte, enthousiaste vers la mondialisation. Donc c'est ça qu'il faut réinverser. Et quand je cite souvent les territoires comme base de départ d'un projet politique, c'est qu'on oublie que quand le monde, quand les pays émergents, quand les nouvelles classes moyennes des pays émergents regardent la France, ils ne regardent pas que la Tour Eiffel, ils regardent le Mont Blanc, ils regardent le Mont Saint-Michel, ils regardent les produits, ils regardent l'artisanat d'art, ils regardent tout ce qui fait finalement les atouts de la France, ils regardent le vin. J'entendais ce matin qu'on repartait en conquête en ce moment sur le vin de manière positive. Ils regardent les technologies qu'on a inventées, ils regardent un modèle mathématique qui est très fort en France, ils regardent la diversité des atouts de la France. Et le modèle extrêmement jacobin dans lequel on est tombé fait qu'on oublie que nos atouts ne sont pas dans le cœur de la centralisation parisienne, que nos atouts sont dans le tréfonds de nos territoires. Et donc, repartir des territoires pour bâtir un projet d'avenir, qui est un peu mon leitmotiv politique, et partagé, j'ai compris, par la Tribune qui a ouvert 10 délégations dans les régions et dans les métropoles françaises, c'est redire à chaque Français que vous soyez en Corrèze, que vous soyez dans le Doubs, que vous soyez en Charente, que vous soyez à Montpellier ou que vous soyez à Dinard, les atouts de la France sont dans la profondeur des territoires. Et là où vous vivez, il y a les éléments pour finalement vous qualifier dans la mondialisation. Et c'est ce message qu'on voudrait passer dans l'exposition universelle, c'est de dire dans tous les territoires, il y a des éléments de qualification dans la mondialisation. Et attention à ne pas faire de l'économie métropolitaine l'alpha et l'oméga d'une économie mondiale. Les métropoles n'ont de sens que si elles sont au service des territoires qu'elles irriguent pour remonter, pour les connecter avec le monde. Et ça, c'est un élément, à mon avis, fondamental dans la manière d'adresser un projet politique. Et je voudrais juste terminer sur ce point par une anecdote qui m'avait marqué, c'était je crois en 2011, mais vous me corrigerez sans doute, il y avait l'IG20, le sommet technologique des 20 pays les plus industrialisés. Et il y avait eu une grande édito d'Eric Schmidt, le patron de Google, à qui on avait demandé d'écrire une page sur la France. Et donc tout le monde était convaincu qu'il écrirait une page, donc sous l'angle de la technologie française, c'est ce qui lui était demandé, sur des inventions, des innovations extrêmement propres à la France. Et il avait fait sa page sur un site internet français qui s'appelle bonpêcheur.com, qui est un site qui a trouvé naissance dans l'Allier, là où on pêche à la mouche. Ouais. Et, on en parlera la semaine prochaine, d'ailleurs, dans la Tribune. Et c'est un très bel exemple, et je crois que le réflexe d'Eric Schmidt, patron de Google, est très intéressant à lire. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi vous ne parlez pas des semi-conducteurs en arsénure de gallium qu'on fabrique sur le plateau de Saclay, ou des technologies d'optique indispensables pour l'évolution des modèles comme ceux que vous développez chez Google, il avait dit, mais non, parce que ce qui m'intéresse quand je regarde la France, c'est comment elle met les technologies
au service de ces avantages comparatifs. Et vous avez ces zones, ces territoires magnifiques, extraordinaires. Vous avez ces produits, vous avez ces atouts que l'on n'a pas aux États-Unis ou ailleurs. Donc si vous ne mettez pas les technologies au service de ce que vous avez et ce que les autres n'ont pas, alors les technologies ne représentent rien. Ce n'est qu'un outil. Et je crois qu'on oublie ça. C'est d'ailleurs un des propos, une des thèses du nouveau prix Nobel d'économie français, qui a beaucoup travaillé sur finalement le progrès comme le sens du progrès, c'est de mettre la modernité au service de ses avantages comparatifs. Et je crois qu'en repartant des territoires et en faisant des territoires le point de départ aussi d'une expo universelle, c'est pour ça que pour nous, Expo France a vraiment un sens, l'idée est de dire revisitons en profondeur nos atouts, ayons confiance en nous compte tenu de la force de nos atouts et mettons le progrès, mettons les technologies au service de ce qu'on a et de ce que les autres n'ont pas. J'imagine que dans la salle, très nombreuses, il y a des entreprises, des gens qui seraient ravis d'être partenaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur il y en a certainement déjà, on sait déjà que la Chambre de commerce soutient, on sait le Premier ministre soutient, il l'a dit. D'ailleurs, c'est important que le Premier ministre, à ce niveau-là, à une conférence sur le Grand Paris, dise il faut y aller. Donc, on attend votre rapport de mission. Mais voilà, avec votre bâton de pèlerin, vous allez évangéliser les entreprises. On en donne quelques-unes. Il y a Carrefour, il y a Safran. Quelles sont... et puis de combien vous avez besoin? Parce que là aussi, on est un peu dans le flou. Vous dites que ça coûtera pas cher. Enfin, ça coûtera un peu quand même. Alors, il y a beaucoup de questions. La première, c'est bravo à la tribune, parce que vous avez eu du flair. On est peut-être à un des moments charnières de notre projet. Il y a 8 jours, le Premier ministre a annoncé donc, que l'État soutiendrait la candidature française à l'Expo universelle de 2025. Donc ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on est dans cette perspective de dire il y a un moment, il va falloir faire basculer l'État. Et donc l'État a basculé la semaine dernière. Et la semaine prochaine, on a un autre élément stratégique dans notre projet, c'est la restitution d'un rapport parlementaire. Et vous savez que c'est un rapport parlementaire dit de la conférence des présidents. Donc c'est les plus grands statuts de rapport parlementaire, c'est-à-dire que c'est l'équivalent des commissions d'enquête de l'Assemblée nationale, et ça va être restitué à l'hôtel de la C en présence du président de l'Assemblée nationale. C'est un rapport qui fait 250 pages, qui a eu 1 an d'audition, avec plus de 120 personnes auditionnées, dont mon binôme et le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Donc c'est un rapport éminemment politique et extrêmement dense en termes de préconisations, de recommandations et d'analyses. Donc il y a cette construction institutionnelle qu'on avait voulu, et vous l'avez remarqué, à la fin du processus d'initialisation. C'est-à-dire que je ne voulais pas bâtir un processus qui parte d'en haut. Nous souhaitions bâtir un processus qui parte d'en bas, c'est-à-dire des entreprises, de l'économie, des étudiants, des territoires, et qui interpelle l'État quand, une fois validé, en fin de compte, ces principes de base. Alors, maintenant, il est clair que c'est un projet qui doit entraîner de plus en plus de monde. Vous parliez des coûts. Le coût d'une candidature, c'est d'à peu près 50 millions d'euros. Et ensuite, l'économie du projet, je vais en redire 2 mots, est extrêmement particulière. La doctrine qu'on s'est fixée, c'est de dire le projet doit être porté par les Français et par le secteur privé, et ne doit pas aller interpeller l'État qui est déjà en grande difficulté sur cet équilibre budgétaire et économique. Et donc c'est en interpellant, en lançant le projet avec les entreprises, et en ayant cette discipline dès le départ, il n'y a aujourd'hui pas 1 euro d'argent public dans le projet et dans l'équipe qui le porte, qu'on vérifie à chaque étape que la France, les Français, le secteur privé, les entreprises adhèrent au projet. Et si on ne l'avait pas bâti comme ça, peut-être que ça serait plutôt un ministre qui serait à ma place plutôt que moi. Et ce ministre aurait maintenant comme tâche d'aller convaincre les entreprises qui lui diraient « Écoutez, monsieur le ministre, c'est le projet d'un gouvernement, voire d'un parti politique. Donc vous comprenez que pour nous, c'est extrêmement délicat de nous associer à ça. » Oui, mais il s'en sortira en créant un impôt. Non, mais parce qu'on n'a pas besoin. En général, un ministre, quand il a un problème, il crée Et un peut-être impôt. il s'en sortirait en créant un impôt spécial, la taxe exposition universelle, la TUV, vous voyez, qui pourrait être finalement la prochaine taxe qui serait proposée. Donc notre principe n'est pas celui-là. Et notre principe est qu'en partant de l'existant, on s'affranchit quand même beaucoup des dépenses, de la complexité d'un financement, puisqu'on se dit, en fin de compte, n'inventons pas des pavillons, on en a déjà. N'inventons pas des transports dédiés, on en a déjà. Et le Premier ministre a dit qu'il
la plupart des projets Grand Paris Express seront prêts en 2024 pour justement 2025. Donc, en ayant un modèle nouveau, comme celui qu'on a décrit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'amortir, comme le font les Jeux Olympiques ou les expos universelles telles que celles que vous avez décrites, de milliards ou de dizaines de milliards d'infrastructures. Pour autant, notre projet il est construit sur l'existant, mais aussi sur une amélioration de l'existant. Je vais vous donner juste 3 exemples qui ont été évoqués dans une des dernières auditions à l'Assemblée nationale, où on avait autour de la table le Grand Palais, la Tour Eiffel et le Louvre. Donc, le président du Louvre, le patron de la Tour Eiffel et le patron du Grand Palais. Et ils nous disent, nous, on est extrêmement intéressés à remettre nos monuments dans l'accueil et dans l'organisation de l'Expo universelle. Pour autant, on est extrêmement intéressés à étendre, à repenser nos monuments à cette occasion-là. La Tour Eiffel, de dire, nous, on a tout un projet autour du Champ de Mars, sous le Champ de Mars, type pyramide du Louvre, à lancer. Le Louvre, disons, on vient de récupérer les jardins des Tuileries. Il y a un grand projet de réinvention du jardin des Tuileries. L'exposition universelle serait une bonne occasion de le faire. Et le Grand Palais, nous disons, il y a un projet d'immenses esplanades autour du Grand Palais qui irait quasiment de la Concorde à l'Élysée jusqu'au Grand Palais et sur les quais de Seine. Et donc cette grande esplanade moderne serait l'occasion d'être lancée pour être l'occasion d'être lancée pour l'exposition universelle. Pourtant, tout ça a un coût. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de recenser comme ça toute une série d'extensions du patrimoine pour le remettre finalement dans l'ambiance du XXIe siècle, de la modernité, des technologies, et de le financer. Et pour le financer, on travaille avec Christian de Boissieu et Jean-Hervé Lorenzi sur un modèle proche de celui du 19e, où c'est les Français qui finançaient les expos universelles par un système de souscription, d'emprunt obligataire, de dire en fin de compte, recensons 100 grands projets qui vont redonner du lustre, de la modernité, de la postmodernité à notre patrimoine, et recensons les coûts de ces extensions qui pourraient être de 5 à 10 milliards d'euros, et proposons aux Français et au monde, dans un deuxième temps, de souscrire finalement à cet emprunt obligataire garanti par l'État, dont le remboursement... Universel Bond. Voilà, un Expo U-Bond. Ouais. Un Expo Bond. Et dont le remboursement serait construit autour de 2 types de recettes. Les recettes de l'exposition universelle, puisqu'il n'y a pas à amortir des infrastructures dédiées, ou pas dans les proportions habituelles. Et les recettes d'une expo universelle sont entre 3 et 5 milliards d'euros, puisque ça dure 6 mois, donc ça génère beaucoup de recettes. Et le deuxième élément qui générerait des recettes serait de donner un temps supplémentaire à ces infrastructures qui permettrait à ce que, par exemple, si on étendait le parterre de la Tour Eiffel avec un centre de congrès international, pendant 2, 3, 4, 5 ans, une partie des recettes de cette extension aille en remboursement de l'emprunt obligataire qui aurait été souscrit. Et donc, l'idée est d'avoir ce financement d'infrastructures partagé avec les Français pour qu'ils s'approprient l'exposition, pour qu'ils s'approprient finalement l'accélération des projets que va susciter cette exposition et qu'on retrouve le modèle du 19e, qui était un modèle, avant l'heure, extrêmement participatif. Garanti par l'État, cet emprunt, vraiment, c'est pas facile d'obtenir, c'est cher, ça. Parce que si ça fait faillite, ça redevient une tuve. Non, je crois que justement, et c'est d'abord, on ne peut pas faire un emprunt. Expo France ou l'association ou le commissariat de l'opération ne sera jamais une structure capitalisée de telle manière à pouvoir garantir elle-même sur ses actifs ou sur ses fonds propres son emprunt. Et je crois que c'est aussi, vous voyez, quand on écoute le Bureau international des expositions sur qu'est-ce qu'ils considèrent être le succès d'une expo universelle, on voit que la France, Paris, a des atouts incroyables et qu'on peut se fixer des objectifs ambitieux, vous voyez, de 50 à 100 millions de visiteurs. En plus, le caractère polycentrique et étalé sur 6 mois permet d'amortir ce flux de visiteurs et d'envisager des recettes tout à fait considérables, d'autant que, même dans des hypothèses relativement conservatrices, on devrait, compte tenu qu'il n'y a pas un site dédié, un métro spécial, des pavillons à plusieurs centaines de millions d'euros à amortir, on a une recette latente extrêmement forte, liée directement à l'expo, qui peut servir de premier élément de remboursement de cet emprunt obligataire. Mais le caractère garanti par l'État est obligatoire dans une approche économique comme celle-là. Donc c'est moins ruineux que les Jeux Olympiques. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si on va y aller aux Jeux Olympiques, qui sont une année avant ça. Joker. Donc on avait compris.
Qui sont nos ennemis, nos adversaires? C'est Londres. Et quel est le calendrier? Parce que donc évidemment c'est toujours Londres notre adversaire. Même si c'est une très belle ville aussi. Le premier adversaire, c'est d'abord les Français, ou la France elle-même. Et je pense que c'est ce premier combat qu'on essaye de mener et qu'on est en train, grâce à vous, il y a beaucoup d'entreprises, de partenaires, de pouvoir gagner, c'est convaincre les Français que ça a du sens d'accueillir le monde et de candidater pour une expo universelle. Et les premiers signaux, on l'a eu il y a quelques mois dans une étude qu'on avait commandée à l'IFOP, où on voyait que 84% des Français étaient positifs ou très positifs sur la perspective d'accueillir une expo universelle et citaient deux éléments, deux valeurs que ça leur permettait de porter, la fierté et l'innovation. Et c'est très révélateur, en fin de compte, de l'état d'esprit. Je crois que nos concitoyens ont vraiment besoin de retrouver confiance. Retrouver confiance, c'est retrouver la fierté. Retrouver la fierté, c'est croire à nouveau en la France et à sa capacité à rayonner. Et l'autre élément, c'est l'innovation. Et là, les expos universelles nous rappellent tous les jours, rien qu'en regardant la une de la Tribune, et en vrai, la Tour Eiffel, nous qui avons la chance d'être à Paris, le marqueur incroyable de ces expos universelles en matière d'innovation, et les Français ne se trompent pas quand ils plébiscitent l'expo universelle plutôt que les Jeux Olympiques, en disant la trace des expos universelles est phénoménale. Et que quand on sait que le Grand Palais, la Tour Eiffel, le pont Alexandre III, la gare d'Orsay, etc., et toute une série de modèles économiques, et dont grandes entreprises françaises aujourd'hui étaient des artisans à l'époque des expos universelles, et grâce à ces expos sont devenus les belles et les grands fleurons de l'industrie française, on mesure à quel point ces opérations suscitent un élan si on les approche positivement. Je voudrais quand même ne pas vous laisser partir sans parler un peu de politique. Mais je ne vais pas l'aborder tout de suite par la politique politicienne, on pourra en dire un mot, mais dans votre livre, vous faites un deuxième chapitre qui est « Faire de nos territoires le point de départ d'un projet politique ». On vit actuellement une réforme, sera peut-être la plus importante des réformes de François Hollande, si elle va au bout, c'est la décentralisation, le projet porté de réorganisation du millefeuille territorial. C'est d'ailleurs un des sujets clés de comment faire des économies dans l'État, puisqu'il y a des doublons partout, on le sait. Votre vision à vous, vous soutenez, enfin, même si vous êtes dans l'opposition, enfin, ça, je ne sais pas, vous nous le direz, vous soutenez ce projet ou alors vous dites qu'il n'est pas assez ambitieux. Vous avez une autre vision, vous appelez ça les métropoles pivots. C'est-à-dire, vous dites finalement, est-ce que la région est le bon... est-ce qu'il ne faut pas supprimer carrément les régions, les départements et mettre tout autour des métropoles pivots? C'est ça qui est la réalité des territoires. Alors, effectivement, moi, mon leitmotiv, c'est de dire il faut rebâtir un projet, un modèle de gouvernance et un projet économique à partir des territoires pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. 2, ouvrir une réforme territoriale est une bonne idée, mais attention, il ne faut pas l'ouvrir pour générer 2 milliards d'économies simplement, ce qui est le cas malheureusement de la réforme territoriale. Il faut l'ouvrir pour, de mon point de vue, lancer une vraie perspective de réforme des territoires, de l'État et probablement des institutions dans la foulée. Donc en faire un point de départ. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'une réforme territoriale pour passer de 22 à 15 ou 13 régions, bon, d'abord, ça génère extrêmement peu d'économies. Si on ne configure pas les territoires en situation d'avoir justement cette capacité à créer une dynamique économique, sociale, et donc en réfléchissant sur quels sont les métropoles pivots, c'est-à-dire les connecteurs de chaque région, quelles sont les tailles critiques qui permettent à une région d'avoir une certaine dynamique dans son écosystème, si on ne réfléchit pas à des sujets aussi techniques mais fondamentaux du positionnement des régions dans l'interland des grands ports maritimes, par exemple, pour reconnecter nos territoires avec le monde dans une économie fragmentée, dans une économie modulaire, dans une économie qui aujourd'hui ne se fait par ce qu'on appelle le made in monde, c'est-à-dire une parcellisation des processus économiques. Donc si on n'a pas une réflexion stratégique en amont sur ce qui fait territoire en France, on risque d'avoir une réforme gadget et une réforme qui va faire des petites économies, encore que, vous voyez, en ayant au moment de la loi au printemps dernier travaillé sur la carte qui était proposée par le gouvernement, on a fait une démonstration avec quelques-uns que ça allait coûter. Parce que finalement, on ne corrigeait pas des inégalités territoriales, on augmentait des disparités économiques entre les territoires, on ne logeait pas une métropole dans chaque territoire, donc ça posait énormément de problèmes. Et donc on serait obligé, l'État serait obligé de compenser
soit par de la dépense publique, soit par des phénomènes de péréquation, de vases communicants, qui pourraient être extrêmement négatifs pour ceux qui, au contraire, ont des capacités de développement à lever. Donc une vision jacobine de la décentralisation qui vient un peu d'en haut. Et on voit bien certains territoires résistent. Ceux qui ont résisté ont gagné. La Bretagne, on n'a pas la Grande-Bretagne. Si une vision Martine Aubry à Lille est en résistance contre... Mais ça, je pense que malheureusement, la résistance va être encore longue parce que si l'État ne fixe pas des critères, c'est-à-dire si l'État ne nous dit pas pourquoi on veut faire une réforme territoriale. Est-ce que c'est pour mettre nos territoires en situation de développement ? Est-ce que c'est pour de la solidarité? Est-ce que c'est pour faire des économies? Est-ce que c'est pour leur donner plus d'indépendance et de décentraliser vraiment? Si l'État ne donne pas ces critères, le débat va être finalement très erratique, très imprévisible, et chacun fait la comptabilité plutôt des élus qu'il peut contrôler, des majorités qu'il peut obtenir et du pouvoir qu'il peut garder. Et c'est malheureusement le risque d'un projet comme celui-là, s'il n'est pas critérisé, s'il n'a pas un sens, un objectif en termes de développement et vraiment d'aménagement du territoire, et c'est ce qui s'est passé avant l'été, c'est que chaque élu a eu une lecture politique ou politicienne de la réforme, au lieu d'avoir une lecture stratégique de développement, d'économie, d'emploi ou de croissance. Si on écoute les économistes, les chercheurs, les géographes, des écoles différentes, mais il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Christophe Guilly, qui a écrit un livre qui s'appelle Fracture française, il vient d'en écrire un autre qui va encore plus loin dans cette... comment dirais-je, cette réflexion sur des territoires aujourd'hui sont en opposition en France. On a la France des villes où vivent les bobos riches, qui ont la chance de voir la Tour Eiffel, comme vous dites, ou en tout cas qui bénéficient d'infrastructures. Puis il y a la France périurbaine ou des banlieues, où les classes moyennes, mais plutôt les classes moyennes qui chutent, ou les classes ouvrières, ou les chômeurs, enfin, je veux dire, le reste de la société vit. Et ces deux mondes, dit-il, sont de plus en plus en opposition parce que on ne s'en occupe pas. Il évoque même dans son dernier livre le risque d'une confrontation avec des frontières. C'est-à-dire qu'on va recréer les cités du Moyen-Âge avec les bobos des villes vont vouloir se protéger. On voit ça, hein, cette logique communautaire dans certains pays comme aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut, parce qu'évidemment c'est l'inverse de la République, ça, et puis c'est l'inverse du monde de 2025 que vous essayez de nous décrire. Est-ce qu'on peut lutter contre ça par une réforme territoriale différente, parce qu'on a l'impression que celle qui est proposée par le gouvernement ne résout absolument pas cette problématique dite de l'égalité des territoires? Alors dans mon livre, j'aborde ce sujet de la manière suivante, en disant c'est pas tant l'égalité des territoires le sujet, parce que par principe, et par construction, par héritage, nos territoires ne sont pas égaux. Et heureusement, c'est ce qui fait la richesse de la France et sa diversité. En revanche, on doit à chaque Français une forme d'équité territoriale. Et pour résumer, je situe cette équité territoriale sur deux dimensions. Je dis, dans un monde global, ouvert, il faut que chaque Français soit à moins d'1h30 d'une métropole connectée au monde. Que chaque Français ait cette relation directe avec la mondialisation, parce que pour une entreprise, pour un Français, pour un jeune, pour un étudiant, pour une PME, pour une start-up, avoir cette capacité à se connecter avec le monde est un élément extrêmement important. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir des Français qui soient à 5 heures d'une métropole et d'autres qui soient dans la métropole et directement connectés au monde. Pour une fois, parce que, et une fois encore, nos atouts ne sont pas dans les métropoles, sont dans nos territoires. Donc dire... Premier principe d'équité, mettre chaque Français à moins d'1h30 d'une métropole connectée au monde, c'est un invariant, c'est un élément de référence qui pourrait être un élément dans la construction d'une réforme territoriale. Deuxième élément d'équité, mettre chaque Français à moins de 20 minutes d'une ville moyenne. Et vous savez que la France s'est construite autour de 350-400 villes. C'était les pays de l'Ancien Régime, c'est aujourd'hui les sous-préfectures. Et je trouve extrêmement dangereux de dire ce que deux gouvernements ont dit, donc là c'est ni de gauche ni de droite, de dire il faut chanter les sous-préfectures. Parce qu'en fin de compte, les sous-préfectures, c'est le marqueur de 250, 300, 350 villes moyennes, sur lesquelles depuis des décennies on a capitalisé en termes d'équipements publics, de collèges, d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, de tribunaux, etc. Et que mettre chaque Français à moins de 20 minutes d'une ville moyenne, c'est donner aussi une équité, une forme d'équité territoriale, mettre chaque Français à proximité des équipements publics que la République, que la France lui doit. Et c'est ça qui devrait, de mon point de vue, inspirer un nouveau schéma d'organisation et d'aménagement du territoire, et avoir une équité de chaque Français par rapport à la mondialisation et à l'ouverture au monde, et avoir la même équité de chaque Français par rapport aux équipements publics. Et je peux vous dire que si on fait ça,
On a une autre vision d'une réforme territoriale. Et je me suis exercé, entre guillemets, à cette présentation en commission de l'aménagement du territoire au mois de juillet, au moment de la réforme, où mes collègues en commission étaient là, une cinquantaine ou soixantaine de députés, et je propose un amendement qui réécrit en fin de compte la réforme en disant, écoutez, chers collègues, voilà, on est tous élus dans des territoires différents, donc est-ce que le premier principe ou les deux principes auxquels on devrait s'attacher n'est pas de mettre chacun de nos concitoyens à une distance respectable, acceptable, équivalente pour le moins d'une ville moyenne où ils peuvent trouver les équipements dont ils ont besoin, et ensuite de faire l'exercice de raccrocher ces 350 villes moyennes à une métropole en regardant vers quelle métropole elles sont naturellement câblées. Et je leur ai dit, si on fait cet exercice, on va voir se dessiner tout de suite la carte des régions. Et la carte des régions, ce sera la carte des connexions optimisées des villes moyennes aux métropoles. Et à ma surprise, on met au vote, alors malheureusement, on vote à main levée en commission. Donc le président écoute l'amendement, il dit on vote l'amendement Fromentin. Alors vous savez, dans la distraction d'une réunion de commission, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Et là, je vois les 2/3 des mains se lever. Quelqu'un donne un coup de coude au président de commission, il dit suspension de séance, j'ai pas eu le temps de compter. Voilà, et 10 minutes après, on a remis au vote et j'étais mis en minorité. Et ça m'a montré, et ça m'a pas rendu pessimiste, bien au contraire, ça m'a montré que si on fait l'exercice de la pédagogie sur une réforme territoriale, je suis convaincu qu'on peut apporter l'adhésion des Français et des élus. C'est-à-dire qu'il faut que la carte et le territoire coïncident, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que correspondent à la réalité. Une autre question, avant de terminer. Jean-Christophe Tortora a parlé tout à l'heure de nos projets, la tribune, la Smart City, donc le 20 novembre, à l'Hôtel de Ville, une grande conférence qui est le début pour nous de quelque chose, parce que notre conviction, c'est que c'est au carrefour justement de l'innovation et des territoires que de s'intéresser à comment on vivra en ville demain, puisqu'on sera assez nombreux, en tout cas, à vivre en ville. Au moins 8 habitants de la Terre sur 10, sinon plus, vont vivre en ville demain. C'est un sujet mondial, quand on regarde. En regardant un peu le sujet, j'ai découvert qu'il y a des laboratoires du MIT, de Harvard, qui travaillent de façon très, très approfondie sur cette notion. Mais après, quand on cherche à en donner une définition simple ou claire, on peine un peu. Je pourrais m'y essayer, mais ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Je voudrais essayer de vous demander quelle est la vôtre. Qu'est-ce que c'est une smart city, une ville intelligente, sans y passer une heure, mais en essayant justement de le dire avec quelques mots simples, de synthétiser qu'est-ce que c'est la smart city, y compris du point de vue des gens à qui elle s'adresse, c'est-à-dire les habitants. Pour moi, la smart city, c'est la ville qui revisite les services publics, donc qui les repense à l'aune d'une relation complètement modernisée, réinventée avec les acteurs publics, mais qui aussi revisite les services publics avec la capacité collaborative de coproduction avec son voisin de palier. Oui. La Smart City, c'est la question que vous vous posez le matin en disant ce soir, j'ai besoin, ou cet après-midi, j'ai besoin d'une garde d'enfants. J'ai le choix entre deux solutions. Le déposer dans une crèche où je peux avoir en temps réel finalement les disponibilités pour me dépanner, mais aussi avoir dans mon quartier finalement des gens un réseau de personnes qui s'entraident et qui vont pouvoir adresser mon problème. Donc la Smart City, c'est la mise en réseau le plus indifférencié possible de ressources privées et de ressources publiques, où chacun joue aussi un rôle dans l'écosystème et la dynamique de services, et qui finalement utilise la technologie pour créer, animer, moderniser, revisiter en permanence cette dynamique de réseau. Donc en fait, son carburant principal, c'est le partage des données, l'ouverture des données, pour que l'information circule de la façon la plus transparente possible. Mais aussi un élément éminemment politique, c'est de dire on n'est plus dans la verticalité, dans la relation client-fournisseur, où finalement on est client et l'État, la collectivité, l'acteur public est fournisseur de tout. On est dans une nouvelle relation aussi dans la ville, mais ça peut être en dehors de la ville également, où finalement on est tous
acteurs politiques. Et on est tous à devoir se poser la question. C'est un peu le projet des Anglais hein, sur la Big Society. Quelque part, c'est une forme qui s'épanouit aussi avec le phénomène de système de Smart City. C'est être en capacité, finalement, de faire de chacun un acteur de service et de ne pas être dans cette relation extrêmement désuète maintenant, extrêmement ringarde, qui est d'attendre tout de l'acteur public dans une relation quasiment monétisée par le bulletin de vote et pas par un transfert d'argent, mais qui est une relation terriblement perverse et dont la Smart City, repenser finalement la ville et l'écosystème et le système de solidarité, appelle une nouvelle forme de relation. Alors justement, et ça sera ma toute dernière question, parler de politique, on vit une période politique assez presque amusante, moi je trouve, en tout cas intéressante, même si elle peut inquiéter. Tous les partis politiques veulent changer de nom. Le Front National veut changer de nom. Le père, d'ailleurs, n'est pas d'accord, mais la fille, on ne sait pas très bien, c'est bleu marine. Voilà, bon. Sarkozy veut prendre la tête de l'UMP. Il a dit qu'il voulait tout changer du sol au plafond à l'UMP. Bon, il faut dire qu'il y a de quoi faire depuis quelques années avec tout ce qui s'est passé. Et il veut aussi en changer le nom. Parti socialiste, Manuel Valls, vous avez vu son interview à l'Obs, il l'avait déjà dit d'ailleurs dans un livre, il veut changer le nom du Parti socialiste pour abandonner le mot socialisme, ce qui évidemment suscite quelques débats, mais c'est une façon peut-être aussi pour lui de prendre le pouvoir, ou une volonté de prendre le pouvoir par ce biais. Puis le centre, dont vous êtes l'un des éminents représentants, veut changer de nom et veut s'appeler l'Alternative. Enfin, je ne sais pas si ce nom perdurera d'ailleurs, mais enfin... Bon, le centre, il a été Centre, Nouveau Centre, UDI, UDF, enfin, il y a eu des noms divers dans la... Vous, donc, comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Qu'est-ce que ça traduit dans la société? Et notamment, parce que c'est le sens de la question, finalement, ce que ça veut dire, c'est exactement comme pour la Smart City, c'est qu'on ne peut plus faire de la politique de la même façon, avec les nouvelles technologies, avec les communautés, de la même façon qu'hier. On sent que ce monde politique est bousculé par cette horizontalité, par la volonté des gens d'être acteurs, qu'ils sont aujourd'hui, en réalité, tous les hommes politiques, je veux dire, dans le même sac, sont aujourd'hui contestés dans leur rôle par les gens, on va dire, les habitants, qui s'organisent entre eux différemment, qui trouvent d'autres solidarités, qui n'y croient plus. Même Jacques Attali, qui vient d'écrire un livre un peu là-dessus, dit voilà, ne faites plus confiance aux hommes politiques, débrouillez-vous sans eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas un peu dangereux, cette situation? Là, vous abordez un sujet, un vrai sujet. 92% des Français disent effectivement on ne fait plus confiance aux partis politiques et aux hommes politiques. Et donc, on ne peut pas penser, et c'est toute la limite de cet exercice sur les noms que vous évoquez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, ceux qui abordent le changement de nom comme étant le signe d'un renouveau sont au bout d'une logique marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet politique, c'est pas un sujet de marque, c'est pas un sujet de logo, c'est pas un sujet de petites phrases, c'est pas un sujet de slogan, c'est pas un sujet d'incantation, c'est pas un sujet de couche de peinture supplémentaire sur un bâtiment. Et malheureusement, vous voyez, on en est rendu là. Et quand j'entends, moi, tous ces leaders politiques aborder le renouveau par le changement d'un nom, par le changement d'un logo, par le changement de la couleur d'un bâtiment, ça m'inquiète, parce que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si demain, Renault, parce qu'il a un problème, dit bon, on va changer de nom et vous verrez, ça ira mieux demain, bon, ben Renault, si elle n'est pas compétitive parce que trop cher ou que le moteur tombe en panne, ça ne va pas résoudre le problème. Et donc, on devrait plutôt s'interroger sur pourquoi il y a cette perte de confiance vis-à-vis de nos concitoyens. C'est pas parce que les marques sont usées, bien au contraire, elles changent malheureusement trop souvent. C'est parce que derrière, l'engagement politique, le projet politique, les valeurs qui sont mises dans un projet politique, l'exemplarité, malheureusement, d'un certain nombre d'hommes politiques ne sont plus au rendez-vous. Et le sujet n'est pas de changer la marque ou de changer le nom. Le sujet, c'est de changer le logiciel politique. Et je le mets, excusez-moi de l'impression de faire de la publicité pour mon bouquin, mais je mets, en fin de compte, dans mon livre, que le triptyque politique se construit aujourd'hui sur 3 antivaleurs. Il se construit sur le clivage qui alimente des postures le plus souvent artificielles. Et je le dis dans le livre, à l'Assemblée, on vous dit tous les jours, il faut cliver, parce que c'est comme ça qu'on entretient finalement sa visibilité médiatique. Bon. Cliver pour cliver n'a aucun sens. Le deuxième élément du triptyque, c'est l'excès de prudence. Par contre, on ne fait aucune proposition qui peut fâcher,
on est toujours à la limite de l'aspérité, parce qu'on dit, si on dit un truc, là, on pourrait se mettre à dos tel ou tel. Donc, il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'audace. C'est l'excès de prudence avec le côté contagieux dans toute la société, depuis les entreprises qui ne veulent plus investir parce que ça change tous les jours et qu'on ne connaît pas les règles, et les épargnants, les Français qui épargnent à outrance parce que finalement, ils développent une épargne de précaution compte tenu de la perte de confiance qu'ils ont vis-à-vis des hommes politiques. Et le troisième élément du logiciel, qui est à mon avis le plus dangereux, c'est la résignation. C'est tous ces Français dont on fait partie. J'en faisais partie quand je me suis présenté en 2008, puisque je m'étais jamais intéressé à la politique. C'est de dire, oula, les politiques qui restent dans leur coin, ça ne m'intéresse pas, moi, c'est pas mon truc. Et cette résignation, c'est finalement du renoncement aussi. Et quand un pays renonce, quand la moitié des Français ne vont plus voter, quand les 2 tiers des Français disent tous pourris, quand les jeunes, à plus de 90%, disent les hommes politiques sont tous des corrompus, 90% des jeunes disent ça, c'est un pays qui renonce à sa responsabilité, à son éthique de responsabilité politique. Et je crois que c'est extrêmement dangereux. Et quand les partis abordent le renouveau par un logo ou par un changement de marque, c'est, je crois, la quintessence de cet abandon eux-mêmes d'un regard construit, raisonné, intelligent de la mission qui leur est confiée. C'est quand on fait de la politique un métier et quand on ne fait pas de la politique ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire d'abord un engagement. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que pour ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. C'était très intéressant.